Dans cette vidéo, nous allons essayer de relever le défi à quoi pouvons-nous nous intéresser sur la thématique de la rivière et des abords de cette rivière. Déjà, vous posez des questions. Ces questions concernant donc ce que vous pourriez tirer dans cette thématique rivière et donc rive de cette rivière. Ces questionnements donc doivent vous amener à résoudre des problématiques de data science. C'est pourquoi il vous a été demandé de revêtir votre casquette de data scientist. Et je vous ai demandé de réfléchir à plusieurs aspects, à savoir quelles variables peuvent être impliquées dans votre questionnement, les lois sous-jacentes, sans trop vous étendre, ne vous inquiétez pas, lorsqu'elles sont possibles à décrire. Et puis une part de statistiques descriptives, de statistiques inférentielles et de machine learning concernant cette thématique. Je rajouterai d'ailleurs un autre aspect qui pourrait être le développement d'une base de données associée à cette thématique. Alors, le sujet est vaste, vous vous en doutez, et il y a une infinité d'applications et de problématiques que l'on peut associer à cette thématique. C'est pourquoi je ne vais pas rentrer trop dans les détails et juste vous donner des pistes. Des pistes d'ailleurs qui peuvent être des éléments vous permettant de vous entraîner ou de vous aiguiller sur votre projet. Alors la première chose que nous pouvons faire dans cette étude, c'est de réfléchir déjà aux différents milieux que l'on peut isoler de cette photographie. Le premier milieu concerne donc la rivière en elle-même. Cette rivière est elle-même décomposable en plusieurs sous-éléments comme sa surface, le milieu aqueux à proprement dit, le fond de la rivière, son écoulement et bien d'autres aspects encore. Le deuxième aspect de cette thématique correspond aux rives de cette rivière, sans oublier donc un troisième aspect qui pourrait être associé à l'atmosphère, au climat et que j'ai mis en point 3. Ce défi pouvait amener à plusieurs études qui peuvent être décomposées en études sur objectif, c'est-à-dire que vous répondez à un problème précis qui est posé sur un objectif de résultat, ou bien sur une recherche sans a priori qui vous amène là vers une démarche qui sera de récolter un ensemble d'informations permettant d'obtenir de nouvelles connaissances à la limite du big data, en tout cas d'un volume très important de données. Que pourrions-nous isoler comme exemple de questionnement ? Eh bien, nous pourrions nous intéresser pour le point 1 associé à la rivière, à sa santé, aux caractéristiques de cette rivière. Nous pourrions nous intéresser à des aspects de prévision comme les crues, les bioindicateurs qui vivent donc dans le milieu aqueux, les seuils de pollution, l'entretien de cette rivière, quand intervenir notamment, et tout ce qui va être thermodynamique. Alors vous avez quelques éléments comme la température, l'écoulement, la viscosité, etc., etc. Et puis dans le point 2, concernant donc les rives, il y a les prairies, le biotope, la faune, la flore, la fonge, les bioindicateurs et les facteurs physiques et chimiques de l'environnement et également les micro-organismes. Donc nous allons pouvoir déboucher par exemple sur des caractéristiques environnementales et des paramètres qui peuvent intervenir. On peut aussi s'intéresser pour le point 3 à l'impact sur le climat de cet environnement spécifique, rivière-rive, mais également l'impact du climat sur cet ensemble, sur ce biotope général, et notamment s'intéresser aux effets du réchauffement climatique. Et il y aurait bien d'autres éléments que nous pourrions isolés dans notre réflexion et dans nos questionnements. Alors,
Qu'est-ce qu'on pourrait commencer par faire? Moi, je vous conseille de réfléchir à des mots-clés qui vous viennent comme cela et qui vous permettent d'orienter à la fois votre questionnement ou de le préciser et de pouvoir voir ce que vous allez pouvoir faire en machine learning, en statistique descriptive et en statistique inférentielle. Sans oublier, je vous l'ai dit aussi, et ce qui n'était pas demandé, l'aspect base de données. Alors on peut mettre les mots-clés en vrac, rivière, rive, biotope, interaction, santé des bioindicateurs, faune, flore, sol, caractéristiques, rivière, les paramètres, les mesures, les mesures, les observations, photos, films, expérimentateurs, objets connectés, webcam, appareils de mesure, fichiers Excel, jeux de données, bases de données, machine learning, analyse statistique, prévision, modèle, inférence, population étudiée, échantillons, poissons, petits mammifères, amphibiens, zones humides, insectes, crustacés, arachnides, parasites, polluants, niveau, seuil, etc., etc. Et puis vient un moment où on pourrait effectivement, grâce à un jeu de couleurs qui sont absolument mises sans préférence, juste à caractère distinctif et à titre d'indication, recomposer cet ensemble de mots-clés. Nous voyons que j'ai mis en marron les objets d'étude. En vert, plutôt les éléments explicatifs qui pourront entrer dans les composantes du machine learning ou des stats descriptives ou des modèles. En rouge, j'ai plutôt mis les outils. Vous reconnaissez machine learning, analyse statistique, prévision, modèle, inférence. Et puis en bleu, donc, j'ai indiqué les mesures ou les observations, enfin tout ce qui va composer l'acquisition des données brutes, à savoir ne pas s'affranchir de certains moyens actuels comme les photos, les films ou les objets connectés, les webcams. Et en magenta, j'ai indiqué donc les supports ou la préparation des données. Donc par exemple les bases de données ou les fichiers Excel ou les jeux de données. Alors cet ensemble va dans un plan qui va de l'acquisition à retour sur l'objet d'étude. Donc acquisition, les données sont mises dans des supports, on fait intervenir des outils avec des éléments explicatifs qui nous donnent un retour sur les objets d'étude, donc forcément sur les questionnements que l'on a sélectionnés ou sur lesquels on était parti sur objectif précis. Tout ceci va nous amener à faire bien sûr une enquête sur le terrain et intégrer dedans bien sûr les données de la littérature. Cette enquête va être suivie de relevés. Ces relevés vont être constitués de mesures grâce à des appareils de mesure ou les objets connectés, d'observation et d'acquisition de données au sens large. Donc nous allons sûrement faire intervenir des bases de données pour intégrer nos données filtrées, sélectionnées, de qualité, fiables dans des bases adéquates qui seront construites de façon, on va dire, les plus appropriées possible, de la façon la plus appropriée possible. Et puis nous allons sélectionner les éléments qui vont nous permettre de réaliser une analyse statistique. Alors une analyse statistique qui va nous donner des indications sur les modèles et les relations entre les informations. Bien sûr, cette analyse statistique devra faire la part entre effectivement ce qui va être descriptif, description, on va faire des tableaux, on va avoir des paramètres de position, de dispersion, je cite la moyenne, les modes, les minimums, maximum, les paramètres de dispersion comme la variance, l'écart type ou les espaces interquartiles. Et pour ce qui est donc des variables quantitatives continues. Et puis en analyse statistique, nous allons faire appel donc à la statistique inférentielle pour essayer d'évaluer donc tout ce qui va être la relation ou les relations entre les variables qui ont été sélectionnées afin de pouvoir établir un modèle sur les liaisons entre les informations, donc les données de notre biotope, rivière, rive, atmosphère par exemple. Et les objectifs du machine learning dans cet aspect vont être complémentaires à l'analyse statistique.
On va essayer de s'appuyer sur une analyse statistique inférentielle ou de trouver des algorithmes qui vont nous permettre de faire des prévisions qui nous permettront de suivre différents indicateurs ou différents éléments. Et puis, nous ferons bien sûr appel à tout ce qui va être communication ou tout ce qui va être sélection d'informations pertinentes pour établir une conclusion sur l'objet ou les objets de l'étude. Alors, prenons quelques exemples d'analyse statistique. Je n'ai pas fait la part belle à l'analyse descriptive car je sais que la statistique descriptive, vous la maîtrisez, hein, tout ce qui va être les calculs des paramètres de position et de dispersion, ou tout ce qui va être l'établissement des premiers graphes comme les histogrammes, les boîtes à moustaches ou les diagrammes en secteur. Intéressons-nous par exemple à un questionnement. Est-ce que la taille des brochets dépend de la qualité de l'eau et de la pression de la pêche ? Alors on va isoler dans ce questionnement les variables à expliquer qui vont être les variables dépendantes. Ici, nous nous intéressons à la taille mesurée des brochets, bon, par exemple en centimètres, qui va être une variable aléatoire quantitative continue. Variable aléatoire parce qu'on la mesure, on ne peut pas la connaître a priori, n'est-ce pas ? Donc, en variable explicative, nous allons, pour répondre à le questionnement, avoir affaire à la qualité de l'eau, une première variable indépendante, qui est fixée dans une zone donnée. Ce n'est pas une variable aléatoire, d'accord ? Donc, cette variable qualitative pourra être déclinée en plusieurs modalités, comme excellente, moyenne, mauvaise. Et puis, nous pouvons considérer que la pression de la pêche sera effectivement une variable qualitative également, forte, moyenne, basse, nulle pour être ces modalités. Et puis, on peut s'intéresser bien sûr à d'autres poissons que les brochets, comme par exemple les tanches, les carpes, les barbeaux, les chevennes, les anguilles, etc., etc. Alors, les lois. Eh bien, évidemment, comme ici, je dois faire la différence entre la variable aléatoire qui a été mesurée et les variables fixées, la loi ne va être, bien sûr, intéressante que pour la variable aléatoire. Le reste est une variable fixée, d'accord ? Donc, la loi n'intervient pas dans la modélisation statistique. Donc, on va s'intéresser à la taille des brochets qui suit vraisemblablement, dans une population d'études importante, une loi normale de moyenne mu et d'écart sigma exacte dans la population, qui sont inconnus. Donc on va devoir faire appel, bien sûr, à des intervalles de confiance pour déterminer à partir d'échantillons les limites dans lesquelles peuvent fluctuer les moyennes et écarts types de la population. Alors en statistique descriptive, la taille des brochets va nous amener à calculer bien sûr une moyenne, un écart type, une médiane, ça vous avez l'habitude, les box-plots ou les histogrammes. Le plus sérieux, c'est de le faire par catégorie de variables indépendantes. Par exemple, pour les différentes qualités de l'eau. Vous le savez, on ne peut pas s'intéresser dans un modèle statistique à toute une colonne qui serait dérivée dans un histogramme qui n'aurait pas grand sens si nous n'avions pas effectivement réfléchi à ce que les valeurs que vont prendre les tailles des brochets vont dépendre bien sûr, selon notre questionnement, de la qualité de l'eau, notamment, et aussi de la pression de la pêche. Bon, alors en analyse inférentielle, il est évident que dans ce modèle, vous allez procéder à une ANOVA à deux facteurs, avec des effets principaux qui vont étudier l'effet de chacun des facteurs séparément ou regroupés, et les effets simples qui vont constituer les interactions entre les deux facteurs. Alors, je sais que vous n'avez pas eu l'occasion de voir ça, mais sachez qu'on pourra s'intéresser à constituer une colonne qui sera la combinaison des deux facteurs. On verra comment. Et puis, vous pouvez bien sûr conduire cette analyse inférentielle avec R. Alors, je vous ai fait voir avec quelle rapidité on pouvait mener une étude sérieuse avec l'interface R-Commander de R. R-Commander qui se sert des instructions de R.
Et puis, vous pouvez également faire cette ANOVA avec Python. C'est pas impossible. Simplement, ça vous demande un investissement en programmation qui est nettement plus rébarbatif pour faire une analyse statistique que l'utilisation de RCommander qui est déjà bien fourni en commande. Une autre préoccupation en analyse statistique pourrait être de savoir si la qualité de l'eau dépend de la température en degrés Kelvin et ou du débit en mètres cubes par seconde. Les variables à expliquer seraient dans ce cas-là la qualité de l'eau, variable dépendante, une variable qualitative, déclinée par exemple en deux modalités, bonne ou mauvaise. Et la variable explicative, ou plutôt les variables explicatives, seraient respectivement la température, donc fixée en une zone donnée, qui va être relevée, point, et qui va être constituante de l'explication de la qualité de l'eau. De la même façon, la variable quantitative continue débit pourra être relevée dans une zone donnée et qui sera donc une variable comme la température quantitative continue. Donc, la loi suivie par la variable dépendante ne joue pas dans ce modèle, puisque nous avons deux modalités d'une qualitative. Et là, c'est peut-être nouveau pour vous, mais c'est le logit qui nous intéresse, c'est-à-dire le log du rapport des probabilités P sur 1 moins P, et qu'on suppose, lui, distribuer normalement, du moins si ce modèle a été établi, c'est parce qu'on a de bonnes présomptions que ce log de ce rapport de probabilité a de bonnes chances de suivre une loi normale. Alors, la statistique descriptive que l'on peut impliquer, eh bien, ce serait la qualité de l'eau en fréquence de modalité. Et puis, bien sûr, le diagramme associé sera un diagramme en secteur, qu'on appelle un camembert ou un paille, et vous savez que vous pouvez également impliquer donc un diagramme en tuyau d'ordre. Alors, ça ressemble un peu à un histogramme, puisqu'on fait des barres, mais attention, il n'y a pas d'ordre là-dedans, les modalités qualitatives sont considérées dans l'ordre que l'on veut, et donc, il va y avoir simplement un diagramme qui va faire état des fréquences pour chacune des modalités. Alors l'analyse statistique associée, vous commencez à en avoir un petit peu l'écho, il va s'agir d'une régression logistique. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'elle est multiple, puisque nous avons deux variables explicatives. Alors une régression logistique multiple avec RCommander se maîtrise aussi bien qu'une régression linéaire, et en quelques clics de souris, vous avez les résultats. Ces résultats, vous pouvez les obtenir avec RCommander par exemple, RStudio ou R en programmation, ou bien Python, qui peut le faire également. Simplement, comme là encore, vous allez avoir une part de programmation qui va être non négligeable pour obtenir les résultats. Allez, je prends un dernier exemple. La viscosité de l'eau dépend-elle de la température ou de la concentration en nitrate? Eh bien, dans ce cas-là, vous avez trois variables quantitatives continues qui sont impliquées dans ce questionnement. La loi, eh bien, on suppose que la variable dépendante est distribuée normalement. Attention, pour chaque coupe de valeur, température nitrate ici. C'est toujours la même réflexion. Une loi normale sur un ensemble de modalités prises par une variable quantitative, c'est-à-dire sur la colonne entière quand vous regardez le fichier Excel, ça n'a pas de sens, puisqu'on essaye de montrer justement que les effets ne sont pas dus au hasard, mais à des variables explicatives. Donc vous aurez effectivement à considérer des modalités pour lesquelles nous allons étudier la variable quantitative dépendante. Bon, vous voyez que ce n'est pas évident à faire. Ce qui veut dire que donc tout ce modèle qui va être attendu dans la population, on va le vérifier a posteriori. Il s'agit là, ici, vous l'avez reconnu, d'un cas de régression linéaire multiple. Et donc, cette régression linéaire multiple va nous demander de regarder avec beaucoup de sérieux la distribution des erreurs dans le modèle qu'on appelle des moindres carrés ordinaires. Il y a d'autres modèles. Alors, si vous conduisez cette régression linéaire sur peu de données, eh bien, vous pouvez la faire avec R, et donc vous allez avoir
tout un tas de possibilités pour conduire cette régression linéaire multiple. Nous en verrons un exemple très prochainement. Mais vous pouvez aussi la conduire avec Python si vous avez un volume très important, très conséquent de données. Parce que là, réflexion que je vous ai déjà dite sur le fonctionnement de R en mémoire vive versus le fonctionnement de Python en mémoire virtuelle. Vous saturez une mémoire vive avec un très grand jeu de données, tandis qu'avec une mémoire virtuelle conséquente, comme celle des disques durs, vous pouvez conduire cette étude avec Python. Mais à ce moment-là, vous n'allez pas impliquer forcément les moindres carrés ordinaires, parce que ça prend énormément de temps et que ça pourrait très bien ne pas permettre d'obtenir une solution avec un ordinateur standard, voire même un ordinateur puissant si vous avez énormément de données, par exemple des données en temps réel. Et dans ce cas-là, il faut faire appel à ce que l'on appelle un modèle de descente de gradient en programmation algorithmique Python. J'espère que nous aurons le temps de voir la différence entre les deux. Alors en machine learning, nous allons pouvoir nous intéresser à tellement de sujets. C'est aussi illimité que dans la partie analyse statistique. Et je vous propose quelques réflexions, comme par exemple, la pollution de l'eau pourrait être surveillée par des capteurs, qui sont des objets connectés, et amener à une quantité d'informations impressionnante si on considère le temps réel. Le temps réel, c'est un flux de données en fonction du temps, c'est-à-dire que plus le temps passe en continu et plus vous avez des données en temps réel. Vous pouvez les avoir à la milliseconde, à la seconde, à la minute, et vous voyez bien que le nombre de données à traiter va être considérable, mais du coup cette précision va nous amener à avoir un modèle de machine learning qui va être très fin et qui va tenir compte d'un ensemble de paramètres de plus en plus conséquents. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il vous faudra des ordinateurs très performants, voire un réseau d'ordinateurs ou un serveur pour pouvoir effectivement mener à bien cette étude de machine learning. Alors, revenons à cette préoccupation. Donc, vous avez des capteurs qui relèvent la concentration de certains polluants, par exemple, des molécules spécifiques, en utilisant des appareillages plus ou moins sophistiqués comme l'absorbance à une certaine longueur d'onde, les réfractomètres, des spectros de masse, etc., etc. Vous avez des méthodes encore moins compliquées que vous pouvez mettre en place d'une façon assez intelligente, j'allais dire, puisqu'elles vous font des économies substantielles de moyens pour pouvoir détecter la concentration de certains polluants. Et puis, les valeurs mesurées sont comparées à des seuils et l'algorithme envoie un message d'alerte, par exemple, quand des seuils sont dépassés. Ça, c'est un petit problème très simple. Vous en avez des plus complexes. Vous pouvez, par exemple, vous intéresser à définir une échelle de pollution en plus de l'intérêt du dépassement du seuil pour évaluer la qualité de l'eau dans des limites qui sont mises à jour en fonction des normes locales ou européennes ou d'autres aspects encore. Alors, on pourrait discuter sur l'évaluation de la pollution de l'eau surveillée par des capteurs assez longtemps, notamment essayer de voir que ces capteurs nécessitent une implantation assez finement établie pour avoir des données qui soient suffisamment différenciées afin d'établir une prévision sérieuse de la pollution de l'eau. Ces capteurs demandent effectivement à être gérés. Il faut d'abord les calibrer, il faut ensuite vérifier que les données sont bien transmises par les canaux qui sont impliqués, notamment tout ce qui va être Wi-Fi à longue distance ou tout ce qui va être connexion à des serveurs locaux ou bien à des moyens beaucoup plus simples comme pourquoi pas une petite carte SD à l'intérieur de ces capteurs. Alors les variables à modéliser sont bien sûr la qualité de l'eau. C'est ce qu'on appelle une étiquette si on est en apprentissage supervisé.
C'est une variable qualitative qui peut être ordinale à plusieurs niveaux, excellente, bonne, moyenne, médiocre, mauvaise, pourquoi pas, pour varier un tout petit peu, et qui peut être transformée évidemment en échelle numérique de 0 à 4 par exemple. Les variables explicatives, dans ce cas-là, qui rentreraient dans le modèle d'apprentissage, c'est ce que cela veut dire dans ce cas-là, serait la température, une variable évidemment quantitative continue, la concentration en polluants, alors autant de polluants que ceux qu'il est nécessaire de prendre en compte dans le modèle, qui sont autant de variables quantitatives continues. Alors ces concentrations en polluants permettraient, par leur simple connaissance, de donner, en fonction de la température, bien sûr également dans ce modèle, une évaluation de la qualité de l'eau sans disposer, bien sûr, d'éléments qui nous permettraient de juger de la qualité de l'eau. Donc il faut bien comprendre que dans un apprentissage supervisé, si on dispose de la qualité de l'eau qui est déterminée d'une autre façon, comme par exemple à l'aide d'analyses indépendantes, il faut bien sûr qu'à un moment donné, on se passe de cette étiquette dans les prévisions pour pouvoir arriver à une modélisation nous permettant de déterminer cette qualité de l'eau. Alors l'apprentissage supervisé pourrait se faire à l'aide d'un modèle de régression linéaire multiple si la qualité de l'eau est selon une échelle numérique. Alors attention, c'est un petit peu limite, je vous l'avoue tout de suite, puisqu'on a 5 niveaux de 0 à 4, mais la régression linéaire est quelque chose de très robuste et on peut se permettre de faire ça dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire si on a un assez grand nombre d'échantillons d'eau qui nous permettent d'avoir une variance suffisante pour être analysée, puisque vous savez que en régression linéaire, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, la variance va être un élément déterminant dans l'établissement du modèle. Alors on peut aussi s'attacher à de la régression logistique multiple si la qualité de l'eau est cette fois-ci considérée en catégorie de type texte. Alors ces apprentissages sont conduits préférentiellement avec Python si on a beaucoup de données. Vous savez que vous pouvez aussi faire de l'apprentissage avec R, mais la philosophie c'est de partir du principe que même si on travaille avec un petit échantillon, ce petit échantillon sera destiné à devenir beaucoup plus volumineux et l'étude à considérer beaucoup plus de données. Donc on part sur le principe d'une utilisation de Python pour conduire l'apprentissage, par exemple ici supervisé. Et donc dans ce cas-là, on va utiliser une autre méthode que la méthode des moins de carrés ordinaires, qui demanderait une inversion de matrice considérable et donc un temps de calcul machine considérable, et on va aller plutôt vers une fonction coût qu'on va minimiser, et cette fonction coût sera minimisée par la méthode de descente de gradient. Comme je vous l'ai dit, nous essaierons de voir cela si nous en avons le temps. Bien sûr, le jeu de données, vous en avez conscience, sera scindé en deux, ce qu'on appelle un jeu d'entraînement, training set, et un jeu test. Dans le jeu test, on essaiera de voir si la performance de l'algorithme qui est mesurée dans le training set se révèle être comparable dans des limites raisonnables. Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'apprentissage est conduit avec un algorithme fiable, sérieux, performant, et que nous pouvons dorénavant lui faire confiance pour faire des prédictions fiables. Alors bien sûr, il existe bien d'autres applications du machine learning associées à cette thématique. C'est un sujet, je vous l'ai dit, inépuisable. On peut, parmi ces applications, citer la prévision et le suivi des épisodes de crue de la rivière. On peut s'intéresser aussi au suivi des bioindicateurs, les amphibiens, ou alors les insectes, ou alors les crustacés. Vous savez par exemple que la présence d'écrevisses sur les bords de la rivière, c'est un signe de santé de l'eau. Donc on peut s'intéresser aussi à la présence et au suivi des algues et des plantes qui sont dans la rivière. Nous pouvons également nous intéresser à ce qu'on appelle les campagnes de réintroduction d'espèces, qui pourraient être des espèces endémiques ou des espèces qu'on va essayer de sauver et qui étaient
présente ou qui pourrait remplacer une espèce disparue. On peut s'intéresser aussi à la réintroduction de certains bioindicateurs. La protection de la nature et la suivi de la pollution, notamment, pourquoi pas, des alertes d'épandage, puisque nous avons des rives et pourquoi pas des champs qui sont en contact avec ces rives. La gestion de paysages sauvages et de la biodiversité. Des modèles de paysages du futur. Oui, à quoi ressemblerait le paysage du futur si on changeait tel ou tel paramètre, si la température augmentait, due au réchauffement climatique. Donc, voir quelle pourrait être par exemple la flore et les espèces d'arbres que l'on pourrait planter en prévision d'un changement climatique afin de maintenir un certain équilibre. On pourrait s'intéresser aussi à des prévisions sur la qualité de l'air ou à des mesures permettant de lever des alertes sur la qualité de l'air. Il n'est pas inenvisageable de s'intéresser aux quotas de pêche et aux campagnes de réempoisonnement, également en fonction des espèces pêchées, vous en doutez, c'est peut-être pas à traiter de façon égale pour toutes les espèces qui constituent les habitants de la rivière. Et puis, pourquoi pas s'intéresser aux influences des ouvrages d'art, du tourisme vert et de la pêche sur le paysage, etc., etc. Le machine learning a pour vocation, bien sûr, d'apporter de nouvelles connaissances, mais également de déclencher des alertes ou des alarmes, de permettre des suivis, en temps réel ou non, de faire des prévisions diverses, d'alimenter des bases de données ou de se servir, au contraire, de bases de données de différentes catégories pour croiser les informations et obtenir des connaissances ou des prévisions encore plus précises et plus fiables pour le domaine qui nous intéresse. Alors, quelles vont être les données ? Ça va être des données d'observation déjà, d'une. On peut utiliser des webcams, des objets connectés, vous l'avez vu. On peut considérer effectivement des appareils de mesure, faire des analyses. Il nous faut donc également de l'humain, c'est-à-dire des observateurs et des spécialistes pour alimenter les données. Bien entendu, il faudra un entretien du matériel que l'on utilise et un budget spécifique qui nous permettra de faire le suivi ou d'alimenter en données le modèle de machine learning qui sera retenu. Et bien sûr, vous l'avez compris, les bases de données seront essentielles dans ce processus. Plus elles sont renseignées en termes de volume de données, et meilleur sera l'apprentissage dans la mesure où la variabilité est contrôlée et explicable par des facteurs qui rentrent dans la modélisation. Merci de m'avoir écouté sur ce défi 1 qui demandait effectivement beaucoup de commentaires et qui nous a permis de cibler pas mal de choses sur cet aspect. J'ai une thématique, j'isole des problématiques, j'essaye d'y répondre de façon ciblée à partir de certaines interrogations et j'apporte là les briques que sont les données, la façon dont je les acquiers, la façon dont je vais les stocker, comment je vais les exploiter en analyse statistique, comment je vais permettre de faire fonctionner un modèle d'apprentissage qui soit supervisé ou non supervisé, et enfin une part de communication sur les résultats obtenus de façon globale sur cette thématique et les préoccupations que vous avez isolées de cette thématique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'en faire des commentaires et à proposer peut-être des éléments qui pourraient compléter cette argumentation. À bientôt.